Quelque chose se passe qui court. Tantôt pour moi. Un, deux, trois. Habib, مرحبا بك في المغرب. شكرا ألف شكر. Vendredi, samedi, on a passé une journée et demie dans le cadre des journées sur l'usage de l'audiovisuel en sens social. Moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la journée et demie. Et je voudrais d'abord te demander quelles étaient tes impressions, tes sentiments, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu en as tiré de ces journées, etc. D'abord, oui, je voudrais te remercier les organisateurs de m'avoir donné une nouvelle occasion de revenir dans ce pays que j'aime profondément et où j'ai appris énormément de choses avec toi-même, avec d'autres collègues et amis marocains et marocaines. Et j'étais... L'année dernière, c'était la première fois, j'étais là aussi. J'étais agréablement surpris par le concept. Ça m'a intéressé. Je trouvais que c'était un peu court, mais j'étais très surpris. Je pensais que ça ne pouvait que aboutir à quelque chose de très positif dans le processus d'apprentissage. Et cette année, il y a un pas de plus, ça c'est évident. Donc j'étais encore plus content parce qu'il y a quelque chose qu'on a avancé un peu plus. Il y avait un podcast, pas un podcast, un masterclass. On ne l'avait pas l'année dernière. Et globalement, on a vu quand même pas mal de films, dont le mien. C'est aussi une partie du plaisir que j'ai eu à être là. On a vu plusieurs films. Évidemment, chaque film, même ceux qui ne sont pas super bien faits, je ne parle pas de ceux qu'on a vus, hein, mais en général, n'importe quel film apporte un stock d'informations. Après, c'est aux gens qui regardent d'interpréter. Là, j'ai eu le plaisir d'avoir des films qui m'ont apporté un certain savoir sur des choses auxquelles je n'avais pas réfléchi, tout simplement. Et aussi une progression dans la qualité du tournage, du montage, enfin du produit final qui véhicule cet apprentissage. Moi, j'ai adoré. Je ne peux pas citer tous les films parce qu'on en a vu quand même un certain nombre et ils m'ont plus ou moins secoué, ému, intéressé à des niveaux différents. J'ai adoré un des documentaires très courts, je ne sais plus combien de minutes, qui s'appelle Rahil, filmé à Oujda, si j'ai bien compris. Oui. Sur une problématique commune qu'on connaît partout dans le monde. Là où j'ai pu aller, j'ai constaté les mêmes choses. Il y a quelque chose qu'on appelle l'aménagement de territoire, l'organisation des espaces, la mise en place des infrastructures et d'autres aspects un peu plus sociaux, politiques, économiques, qui font que du jour au lendemain, il y a des gens qui se trouvent dans l'obligation de quitter leur chez-soi pour aller ailleurs. Pas forcément d'une manière choisie, mais parfois c'est inévitable, parfois les choses auraient pu se passer différemment. Et ce film-là m'a amené presque au bord des larmes. Pourquoi ? Parce que et j'ai toujours pensé que les savoirs sociaux ne doivent pas imposer systématiquement une distance avec celui qui les observe, celui ou celle qui les observe. Et en tout cas, moi, moi je suis géographe, je ne suis pas sociologue, mais j'ai essayé de me rapprocher le plus possible de la sociologie. Moi, je ne m'interdis pas cette émotion. Et je ne m'interdis pas cette proximité
ni avec les personnes, ni avec des paysages, ni avec des animaux, ni enfin avec ce qui nous entoure, cette proximité, parce qu'on est là, on est membre. On a beau être sociologue, géographe, scientifique, je ne sais pas quoi, mais on n'est pas au-dessus. On est dedans, et ce qu'on peut observer sur le terrain, ça peut nous arriver à nous. Le Rahil, ça aurait pu m'arriver, ça aurait pu t'arriver. Oui, c'était quand même une thématique très forte. Et on a compris que les gens sont attachés à leur lieu, quel que soit ce lieu. Oui. Ils te disent, même si c'est une berraka, même si c'est un truc, un gourbi, oui, lui, il a ses racines là-bas, il a grandi. Et c'était très fort quand il dit, moi, je ne partirai pas d'ici, ils doivent me ramener au cimetière. Mais quand même, à la fin, on voit comment il a déguerpi en poussant une charrette. Et derrière lui, il y avait des policiers. Voilà, parce que c'est comme ça. Et c'est une problématique d'actualité. En ce moment, on est à Casablanca et on voit qu'il y a énormément de choses qui se passent de ce genre, des quartiers qui sont en train d'être rasés au nom de la modernité, au nom du développement, etc. On peut être d'accord comme on ne peut pas être d'accord, mais c'est une problématique. L'essentiel, c'est que il faut qu'on rappelle que c'est un film qui est fait par un étudiant qui est étudiant à la faculté de Kinetra, à l'université de Ben Tofel. Et cette dimension me paraît très importante dans cette deuxième édition. C'est de projeter des films faits par des étudiants. Et ça, c'est effectivement un pas qu'on a fait en avant par rapport à ces journées tout modestes, etc., qu'on organise chaque année, qu'on va essayer d'organiser encore les années prochaines. Et on avait, oui, tu seras invité, il faut juste faire un autre film et ne pas revenir avec le même film, parce qu'on l'a déjà vu 2 ou 3 fois, je l'ai vu en Tunisie, on l'a vu ici. Et donc, on a vu aussi qu'à la fac de lettres, parce que ces journées se tiennent à la fac de lettres, dans le département qui est et dans un laboratoire qui est dirigé par professeur Zakaria Qaderi, avec toute une équipe qui est autour de lui, des profs très, très sympathiques, et qui ont eu l'idée de faire ça, bien sûr, avec le CRESC, avec EMS, qui nous aide aussi. Et le fait aussi que cette année, des étudiants aussi de cette faculté ont réalisé des films. Et on en a vu 3 ou 4 qui étaient très intéressants sur des thématiques auxquelles on croit qu'on connaît, par exemple l'Aïn, par exemple le Baraka, et on a trouvé que c'était très, très émouvant, comment des étudiants, par-delà la technicité, etc., comment des étudiants peuvent, aussi, qui sont dans la sociologie, comment ils peuvent produire aussi des films pour continuer un petit peu leur recherche et leur réflexion sociologique et de porter un message au grand public, mais par l'image. Et je crois que c'est une idée que tu partages avec moi. Complètement, je partage. Et ce qui, quand on dit fait par des étudiants, je pense qu'il faudra préciser, parce que n'importe quel étudiant peut jouer au foot, peut faire du cinéma, peut faire du théâtre, n'importe quoi, c'est à sa vie privée, à un moment où il est... Là, c'est pas seulement fait par des étudiants, c'est fait par des étudiants dans le cadre de l'université, de leur formation. Et donc, c'est comme on aurait pu, enfin, leur professeur aurait pu leur demander d'écrire un article pour une revue X ou Y, et qu'avec l'aide des professeurs, ça se corrige, ça se présente d'une certaine manière. Et là, les collègues que tu cites, et notamment le Dr Zakaria Qaderi et d'autres, ils ont fait ça comme un exercice, mais en faisant appel d'abord à leur connaissance, bien sûr, dans la matière, dans et à la bibliographie aussi. La bibliographie, les lectures, les discussions, les échanges entre eux, leurs enseignants, leurs proches, à gauche et à droite. Mais ils l'ont fait aussi par cet esprit de créativité. Ils observent. Et je crois que le mot-clé dans ce processus, c'est l'apprentissage de l'observation.
Il y a des théories, il y a des concepts qui sont incontournables parfois, même si on peut les critiquer, mais ça reste des passages obligatoires. Mais ce qui est nouveau dans ce choix-là, c'est observe et donne-moi l'image. On voit là comme tu veux, mais on voit là moi. Et on va essayer de la structurer seulement et on présentera des films plus ou moins longs. Et c'est pas grave, si tu t'es trompé, c'est l'occasion de corriger ton observation d'abord. Ouais. Et le travail sur le film, c'est technique. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans tous les manuels de recherche en sciences sociales, tu vois, les méthodologies de recherche en sciences sociales, on insiste beaucoup sur l'observation. Mais là, on observe. Mais en éduquant son œil. C'est-à-dire apprendre à regarder les choses et à les visualiser, parce qu'un film, c'est des images. Ouais. Et comment on apprend à raconter des histoires par les images. Et je crois que le module, parce qu'il y a 2 modules, je crois, l'un en 3e année et l'autre en master, sur la sociologie, et sur la sociologie de l'audiovisuel. Et je trouve que c'est très intéressant. On l'a fait, moi et toi, on l'a fait parce qu'on a constaté qu'écrire un livre sur les transhumants, par exemple, du Haut-Atlas, sur 300 pages, personne ne va les lire. Mais quand j'ai fait un film de 25 minutes, les gens, quand même, vont s'efforcer de regarder, ils vont tirer quelque chose, ils vont comprendre qu'il y a un genre de vie qui s'appelle le transhumance, etc. Ils vont apprendre quelque chose. Et je crois que c'est à cet exercice-là que les étudiants sont en train d'être éduqués actuellement. Et alors là, je voudrais juste te demander quelque chose par rapport à cette masterclass. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'effectivement, on sait que dans tous les festivals du monde, il y a toujours des grands acteurs, des grands réalisateurs qui font des masterclass pour des étudiants qui sont dans le cinéma, etc. Mais là, on a ramené... il faut qu'on le cite parce que c'est quelqu'un que j'adore beaucoup, c'est Rachid Kasmi, qui est d'une modestie incroyable, mais qui a énormément produit de films avec des grandes boîtes, avec des grandes télévisions, etc. Et alors, qu'est-ce que tu as retenu de ce masterclass? Parce qu'il m'a beaucoup appris, moi, dans ce masterclass. Moi, j'ai retenu cette capacité d'observation. Oui. Je crois que si je devais le dire en 2 mots, c'est ce type, c'est Rachid, bien sûr, et c'est pas par hasard qu'on l'a rencontré. Il a un passé, il a réalisé je ne sais plus combien de films, il nous l'a dit hier, mais sur des sujets tellement différents. Et le lien entre tous ces films, avec une évolution entre le premier ou les premiers et ceux qu'il réalise maintenant, c'est cette capacité d'observation très fine. Et malheureusement, on est submergé par l'image. Alors pourquoi encore plus d'images? Ce n'est pas pour la mode. On aurait pu le faire pour la mode. Enfin, vous auriez pu le faire pour la mode, et moi j'aurais pu le faire pour la mode aussi en Tunisie. On en parlera peut-être. J'organise des événements de ce genre aussi. On est tellement submergé par l'image qu'on a perdu la qualité de l'observation de ces images. Ça passe, on scrolle comme on dit sur un petit écran et on regarde ça, ça c'est intéressant, je m'arrête 2 secondes et après je passe à autre chose et j'ai déjà oublié les premières images au bout de 5 minutes. Non, cette capacité d'observation, ça dépasse le visuel immédiat. Ça va au-delà, on observe des dynamiques. On observe des mouvements qui ne sont pas là. On a une image quasiment fixe. Oui. Quand la caméra se pose quelque part, on a une image pratiquement fixe. Mais ça cache une dynamique. Ça raconte une histoire. Ça dit l'émotion, ça dit la colère, ça dit la joie, ça dit l'amour, ça dit beaucoup de choses. Et être capable d'observer, de détecter le regard qui passe à côté. Exactement. Et là, on est dans quelque chose d'absolument incroyablement formateur et informateur sur ce monde qui nous entoure. Exact. Moi, j'ai beaucoup aimé l'exercice auquel
Zakaria Kaderi à ces étudiants en leur donnant, je dirais, presque des concepts, Oui. des mots, des choses assez abstraites, comme la Hugra. Il te dit, explique-moi ce que c'est la Hugra. Et puis ils sont arrivés à aller expliquer la Hugra en usant des choses qui sont là, parce que ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'invention, c'est une question de génie, c'est une question de réflexion. Ils sont allés tout simplement solliciter par exemple, comment on appelle ça, les fans de l'équipe de Tanger, les fans de l'équipe de Raja, qui ont parlé beaucoup de la Hugra, etc. Et puis, ils ont demandé aux gens, sur des micro-trottoirs, de leur expliquer ce que la Hugra. On se rend compte que la notion de Hugra, elle est là, comme la notion de Nia, comme la notion, etc. Ils sont là, mais il faut les décliner, il faut les rendre un peu plus à la portée de tout le monde. Il faut qu'on sache de quoi on parle quand on dit la Hugra. Ouais. Et pour le savoir, il faut aller chercher les outils. Exactement ce que fait Qassimi. Il te dit, moi, si je voulais parler des femmes, des filles ou des célibataires, des mères célibataires, oui. C'est que je suis allé vivre avec elles pendant un certain temps, à commencer à les connaître. Et c'est ça que j'ai retenu aussi, c'est tout ce travail de préparation des documentaires, qui est un travail très, très ardu et auquel il faut se donner le temps. Moi, je ne le fais pas, hein. Je ne me cache pas, je n'ai pas cette possibilité d'aller... Je prépare, mais pas avec cette intensité. Passer 2 mois dans un lieu... Mais lui, c'est un professionnel. Et on a beaucoup parlé de cette relation. Est-ce qu'on est professionnel ? Est-ce qu'on est... Non, moi je pense que je ne suis pas professionnel en faisant des films, je suis un amateur. Et à la limite, c'est pas un problème si c'est techniquement le film. Du moment que je peux accrocher les gens en leur racontant une histoire. Mais c'est ça qui est important, raconter une histoire. Mais tout le monde n'est pas capable de raconter une histoire. C'est ça. Et tu dis, moi, je ne presse pas autant de temps de préparation, mais je veux dire, tu n'es pas né hier. Je ne sais pas, j'ose même pas te demander combien de mois ou d'années de terrain dans ton itinéraire. Mais c'est sûr que tu as acquis cette capacité d'observation, et on est amis, hein, on ne va pas faire semblant, mais au-delà de l'amitié qui nous lie, on a eu des heures et des heures de discussion, on a fait du terrain ensemble, on a voyagé en Tunisie, au Maroc, en Égypte, hein, ça, il y a quelques années, et on a, je crois connaître, au-delà de mon ami Mohamed, je crois connaître aussi le chercheur, l'observateur et le formateur Mohamed Mahdi de l'université à Meknès et ailleurs. Bon, donc je crois que j'ai parlé de l'image, je disais que l'image, ça cache des dynamiques, des mouvements, des processus, mais les mots aussi. Ça veut dire quoi, Hugra ? C'est une vraie question, c'est pas une blague. On utilise des mots tous les jours, par exemple, dans les départements de géographie, tous les étudiants entendent parler de l'espace. Ou du territoire. Oui. C'est quoi ? Mais c'est quoi l'espace ? Et me revient à l'esprit un titre d'un livre, malheureusement l'auteur, je l'ai cherché pendant que tu parlais, je ne l'ai pas trouvé, mais la représentation de l'espace chez le Marocain moyen. Ah oui, chez le Marocain. Chez le Marocain moyen, je crois. Rural. Et le titre exact. C'est extraordinaire. C'est Borali. Oui. Et il leur a juste donné un papier. Sur les lettrés. Le Marocain est lettré. Le Marocain est lettré, je crois. Oui, c'est ça. Dessinez-moi votre ville. C'est un espace, la ville, avec des étages, des millefeuilles, comme le gâteau qu'on appelle les millefeuilles. C'est plusieurs couches. Et les gens, ils ont cartographié ce qui leur paraissait le plus important chez eux, le point de départ.
le marché, là où ils socialisent, avec le reste de la société, et la mosquée. Et s'ils étaient chrétiens, ils auraient posé des églises ou d'autres, ou des synagogues ou n'importe. Mais en tout cas, le lieu de prière, les lieux sacrés, le marché, l'espace public, et chez eux. C'est ça l'espace. On ne pouvait pas le schématiser, on pourrait pas le schématiser mieux que ça. Et c'est une image. C'est pas une image tirée d'un film, c'est une image composée. Et je crois que dans ce qu'on a vu pendant les 2 journées, et je crois que ça c'est nouveau parce que les institutions académiques, pendant très longtemps, ont marginalisé l'image comme un produit scientifique. Alors, comme on avait notre histoire de coloniser, on fait souvent référence à ce qui vient d'ailleurs. Et donc moi je prends la référence du CNRS en France, le Centre national de la recherche scientifique en France, puissance. C'est en 88. Il fallait attendre 88 pour reconnaître l'image et l'audiovisuel comme un produit scientifique à part entière. D'ailleurs, l'un des intervenants, pour ne pas le nommer, Douraï El-Baraka, il a dit carrément, est-ce qu'on peut pas commencer à prendre en considération le film au même titre qu'un article? Bon, tout le monde a un petit peu rigolé, mais bon, finalement, voilà, je ne sais pas. Moi, je crois que si c'est fait... Parce qu'on s'est rendu compte que les films qu'a Kenitra, on peut présenter un PFE. Mais c'est vrai que c'est des études de cinéma là-bas. Oui. Mais moi, je prétends que si... Et ça, c'est la condition, on l'a évoqué plusieurs fois. C'est quoi la rigueur académique? Si on tient durement, solidement, forcément, contre tout et malgré tout, à la rigueur scientifique, moi je ne vois pas pourquoi un article ou un livre ne serait pas considéré de la même valeur et de la même production qu'un documentaire, voire même une fiction. Alors, il y a un thème hier qui m'a semblé, il a intéressé beaucoup de gens dans la masterclass, c'est que quand il a parlé de documentaire en disant c'est pas une reproduction de la réalité. Oui. Et quand il a dit attention, il y a toujours une mise en scène. C'est une mise en scène de la réalité. Et c'est quelque chose, je crois, que nous avons tous vécu. C'est-à-dire, on ne va pas là pour capter la réalité. Déjà, quand on dépose la caméra dans un endroit et pas dans un autre, il y a un point de vue déjà. Comme on dit, le point de vue est le point à partir de lequel on voit. Et puis, dans tout le process, il y a un travail de mise en scène. Ça, c'est inévitable. On n'y peut rien. On n'y peut rien maintenant. Je crois que dans n'importe quelle narration, dans n'importe quelle histoire racontée, on a le même problème. Quand j'écris un livre, et on a produit beaucoup, quand on écrit un livre, on ne montre pas la réalité. On l'interprète, on analyse. Et on n'analyse pas par rapport à la réalité, on analyse par rapport à ce qu'on est. Si je devais écrire un article sur Casa, la géographie sociale des souks, des marchés à Casa, on remarquera tout de suite que je ne suis pas marocain. C'est une partie de moi-même. On remarquera rapidement que je suis probablement plus géographe que sociologue. On remarquera certainement que je suis un homme, pas une femme.
Et on remarquera aussi que, je parle d'aujourd'hui, j'appartiens plutôt à une classe favorisée et ainsi de suite. Matériellement parlant, je parle, au-delà de mes convictions politiques. Et on remarquera aussi certainement que je suis de gauche. Quelqu'un qui présenterait des points de profil différents écrirait quelque chose de différent. Forcément. Donc on est toujours dans un processus de reconstruction de la réalité. On a les faits, c'est la rigueur scientifique. Prendre les faits dans l'intégralité sans aucune manipulation. Ça, c'est ce qu'un lecteur ou quelqu'un qui regarde un film doit voir. Ça, c'est la part rigoureuse. Quelqu'un qui sort de cette règle-là, pour moi, il sort des sciences sociales. Mais il y a toujours notre subjectivité. Après, tous les déterminants dont tu as parlé, après, qui tu es, c'est notre etc. subjectivité, Voilà. c'est notre analyse. Je n'en sais rien, moi je ne vais pas créer des faux exemples, mais voilà, tout simplement, un marxiste et un libéral ne parleront pas de la même chose, de la même manière d'un souk à Casa. Oui, on le voit, ça. Déjà dans la recherche, pourquoi on choisit de travailler, par exemple, en sciences sociales, en sociologie, en anthropologie, pourquoi on choisit de travailler dans les zones qu'on appelle marginales ou marginalisées. Oui. Et pourquoi on n'irait pas travailler sur les supermarchés ou d'autres choses, sur les sociétés, etc. Parce qu'il y a ce qu'on peut appeler une sorte de prise de position par rapport à ce qui se passe dans la société, par rapport à toute la structuration de la société, avec ses classes, avec ses inégalités, etc. Et tu ne peux pas ne pas prendre position. Quand tu fais un film, tu as fait un film chez Hilly sur la question du changement climatique. C'est parce que c'est un sujet qui je m'excuse, qui t'embête, qui t'emmerde, qui t'habite et que tu as besoin de dire quelque chose ou de faire dire quelque chose sur ce sujet à des gens que tu es allé chercher un peu partout autour de la Méditerranée, qui se sont exprimés par rapport à ça. Et donc, il y a ce point de vue. On peut être d'accord comme on ne peut ne pas être d'accord, mais c'est ton point de vue. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans cette discussion. C'est très intéressant que les étudiants le sachent, parce que finalement, tout ça, c'est pour les étudiants. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans cette affaire. Nous, on est là juste parce qu'on aime faire les films et on les partage avec eux pour qu'ils voient que c'est faisable. Et ils ont fait la preuve qu'ils peuvent faire des films, qu'ils peuvent s'exprimer, qu'ils peuvent avoir un point de vue sur des thématiques très importantes, le baraka, le hugra, etc. Et ça, c'est... Alors, ça, c'est très intéressant. Et aussi, on a vu que vers la fin, on est monté d'un cran quand même dans la discussion au moment où, par rapport à cette question, moi et l'objet que je filme, etc., on est arrivé jusqu'à dire, voilà, il y a des cinéastes ou des réalisateurs qui donnent aux populations le caméra, etc., pour leur dire, filmez-vous vous-même. Oui. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que, je l'ai dit hier, ça m'a rappelé ce que disait Paul Pascon sur la sociologie. Il dit, la sociologie, c'est une science des citadins. Oui. C'est pas un citadin. On parle de sociologie rurale, c'est une science de citadins, faite par les citadins. Et pour le moment, les ruraux ne font pas d'études sociologiques sur la ruralité. Oui. C'est un petit peu, mais c'est un peu, si on extrapole, si on fait le parallèle, on peut dire, on aura un jour des films un peu particuliers qui parlent un peu d'une autre manière sur les réalités. Ce sera toujours subjectif, quoi que l'on fasse, mais qui seront faits par les ruraux eux-mêmes, etc. Parce que là, je me limite au rural, hein, parce que la citation de Paul Pascon concerne le rural. Oui, non, mais moi je sais qu'il y a eu un moment avec des amis
J'étais le seul à avoir essayé le documentaire, enfin la réalisation de films au début, il y a plus de 15 ans de ça. On avait donné des caméras à des jeunes, on était en Égypte, avec le Dr Atef Kishk que tu avais rencontré et d'autres, et on avait donné des petites caméras à des jeunes dans un village. Et c'est absolument extraordinaire parce que en Égypte, ça n'étonne personne. Hein, je veux dire, il y a énormément de chrétiens, une grande partie de la population, ils disent autour de 20% à peu près de la population est chrétienne, y compris la société paysanne, en grande partie est chrétienne. Et il y a des villages mixtes avec de temps en temps des conflits. Hein, on n'est pas dans des situations absolument idéales, mais avec cette richesse de mélange. Et de l'échange forcé ou volontaire, voulu, ou on ne peut pas faire autrement. Donc ils sont obligés de vivre ensemble. Et on a observé l'idée, on ne leur a pas donné d'indication. On leur a dit, filmez votre vie quotidienne. Vous allez où, vous faites quoi, vous jouez le foot avec qui, les filles, vous apprenez à faire du pain ou je ne sais pas quoi. Moi, je ne suis pas là pour leur dire travailler avec les garçons ou filles, ça c'est les regarde, mais votre quotidien, comment ça se passe. Et on était surpris par leur regard sur cette mixité religieuse. Wow. Et moi, je suis quelqu'un qui pleure facilement hein, devant l'image. L'image, ça me fait pleurer, mais le texte aussi, parfois, ça me fait pleurer. Mais ce jour-là, vraiment, j'ai senti quelque chose. Je me suis dit, waouh, je ne sais pas si un jour je serai un bon réalisateur, mais eux, ils sont déjà d'excellents réalisateurs. Au-delà des problèmes techniques, au-delà des tremblements de la caméra, au-delà de tout, et de la naïveté parfois. Il y a quelque chose, par exemple, des gamins qui jouent ensemble, qui se préparent, s'habillent pour aller jouer un match de foot entre eux, dans le quartier. Rien ne dit qu'ils étaient chrétiens, rien qu'ils étaient musulmans. Ils parlent la même langue, ils s'insultent de la même manière, et ils se font des gentillesses de la même manière. Et c'est après, comme pour dire, vous voyez, on sait vivre au-delà de la religion, avec la religion en intérieur, mais au-delà de la religion comme catégorisation sociale, parce que tout simplement, on est ensemble, on a un terrain, on a un ballon. On fait quoi? On divise par deux, ça ne marche plus. Si tu coupes en deux, tu n'as plus de ballon. Bon, donc moi, je crois beaucoup à ça. Et tu disais que la sociologie est urbaine. De fait, c'est incontestable. D'accord? Même si certains sociologues urbains, quelque part, ils ont commencé à produire de la sociologie, originaire du rural. Comme nous tous, oui. Voilà. Oui. À partir du moment où ils se sentaient suffisamment à l'aise dans leur, dans leur truc. Et je crois que je tente quelque chose. C'est très discutable, mais je vais quand même oser le faire. Je crois que comme on a invisibilisé les femmes dans certains contextes, on a invisibilisé telle et telle catégorie sociale, une minorité religieuse quelconque, X ou Y, et ainsi de suite. On a aussi invisibilisé le rural. Et je crois que c'est une démarche qui relève de la conscience collective, de la ville. On ne va quand même pas apprendre chez les ploucs. Nous, on les observe, on les analyse. La colonisation, qu'elle soit française ou anglaise, a pratiqué la même chose. Les premiers qui ont fait des recherches de terrain, notamment d'ethnologie et d'anthropologie, c'était des colons. Oui. Le problème, c'est que on s'est rendu compte que les urbains ne connaissent pas les ruraux. Ça, on s'est rendu compte que... Mais cette idée cette expérience que vous avez tentée en Égypte, c'est de ça qu'on parle. Il faut que les gens parlent d'eux-mêmes.
à la limite, on n'a pas besoin de le filmer, on va toujours continuer à filmer des choses, des sujets, etc. Mais comment faire pour qu'ils soient eux-mêmes les porteurs de ces projets, de films, etc. Ouais. Ça, et on l'a vu dans les expériences qu'a tenté Qasmi avec ces malvoyants. Oui. Moi, j'ai pas voulu trop demander, etc. Mais je voulais savoir comment des malvoyants, ils ont beaucoup travaillé avec eux, vont prendre des images, etc. Et c'est vraiment, on est dans l'extrême parce que nous, on se dit faire des films, en tout cas moi, peut-être toi aussi, Zakaria, etc., c'est au moins donner la parole, c'est le moyen de donner la parole à ceux qui n'ont pas de parole. Qui l'ont pas. C'est au moins ça. Mais maintenant, c'est en plus, ces gens peuvent eux-mêmes parler avec l'image, au-delà de la parole, sur laquelle nous, on va agir, parce qu'on fait du montage, on fait des choix, etc., on choisit les choses, etc., ça va être encore... on aura fait un pas... c'est impressionnant. Immense. C'est absolument impressionnant. Et moi, il y a quelqu'un qui aurait pu faire des documentaires, mais qui fait de la fiction. Et j'aime beaucoup. Moi, c'est quelqu'un qui me rend... qui m'impose un processus de réflexion qui m'envoie très loin dans la réflexion. Ken Loach. Ken Loach, ouais. Mais quel documentariste! C'est extraordinaire. Il prend ces entre guillemets, sujets, c'est un mot très contesté, et moi-même je le conteste, il prend ces sujets dans un film de fiction et il leur donne la parole. Et ce qu'il fait, c'est pas de la fiction, il donne la parole aux gens en choisissant quelqu'un qui les représente, les pauvres ou les femmes ou je ne sais pas. Et il leur donne la parole et les met devant le micro, il les met devant la caméra pour qu'il ou elle parle de ce qu'elles vivent au quotidien. Tu fais la même chose quand tu vas rencontrer le berger qui te raconte son quotidien. Tu aurais pu en faire une fiction. Et d'ailleurs, j'ai une question pour toi. Oui. Ça ne t'a jamais tenté de faire de la fiction? Je peux te dire, j'aurais aimé faire la fiction, j'aurais aimé écrire des romans, mais je ne sais pas le faire. Moi, je suis impressionné je lis des romans et je suis toujours impressionné par comment ils font pour écrire ces romans. Avec une discussion de cinéphile, le dernier film que j'ai vu, c'est Perfect Day. Oui. Et c'est une fiction, mais pour moi, c'est un documentaire parce qu'il te prend quelqu'un qui est nettoyeur de toilettes à Tokyo, et il le suit. Et c'est quelqu'un qui ne parle même pas. Ouais. Il ne parle même pas, il parle avec son visage, etc. Et qui a obtenu le premier prix d'interprétation masculine. Ouais. Et voilà aussi des façons, ça me rappelle aussi tous les travaux qui sont en train d'être faits à l'université ici, dans le cadre de département de sociologie, sur les femmes serveuses, sur les familles boueuses, etc. Et voilà, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de choses à faire, et on peut le faire avec le documentaire, on peut le faire avec le documentaire fiction, etc. Et en plus, on donnera, l'institution, parce que ce n'est pas nous qui décidons, malheureusement, on peut juste pousser, influencer, encourager. Mais si les institutions reconnaissent ce travail qui se rajoute à l'écrit, moi je dis toujours que j'ai 3 crayons. Il y a le crayon classique avec le sec ou à encre, et il y a le clavier de l'ordinateur, parce que je suis d'une génération qui a eu l'occasion de connaître l'ordinateur avant de mourir. Et j'ai un 3e crayon qui est la caméra. La caméra, oui. Et si on donnait aux jeunes cette capacité, je crois même que c'est aussi une manière de découvrir, c'est une manière d'écrire le social. C'est une manière de raconter ce monde qui nous entoure, et c'est peut-être aussi une manière de résister ou de lutter au tsunami d'images qui
qui n'est jamais gratuit, qui manipule. J'en regarde, j'en raffole même, mais qui nous manipule d'une manière complètement inconsciente, dans un bon ou dans un mauvais sens. Alors, je pense qu'on a appris à lire, déchiffrer les mots pour lire le journal, ou pour lire un livre, ou pour lire une lettre d'un parent, d'un amoureux, d'une amoureuse, n'importe. Enfin, je veux dire, lire l'histoire. Et si on nous apprenait, ils rendaient l'apprentissage de la caméra aussi facile. Tous les gens qui savent écrire et lire ne savent pas forcément écrire des romans. Donc tout le monde ne fera pas des films non plus. Et tant mieux, ou tant pis, enfin c'est comme ça. Mais si on pouvait, si ça devenait plus facile pour les prochaines générations pour faire ça, je crois qu'on comprendra un peu mieux les dynamiques sociales qui nous entourent. Ça, c'est évident. Je me souviens, j'étais dans la vallée, on appelle ça la vallée heureuse, d'Aït-Bougmez, et j'ai vu que les jeunes là-bas, ils font des films. Oui. Ils font des films de fiction autour de thématiques vraiment pour sensibiliser les gens. C'est-à-dire quand ils constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le village, c'est un petit peu comme le théâtre de la rue qu'on organise autour de Bilman. Bilman, c'est l'Homopo, c'est Boujloud. Il y a toujours une revue annuelle où les gens vont jouer des scènes et reproduire des scènes qui se sont passées. C'est pour critiquer. Oui. C'est pour critiquer, c'est pour dire aux gens, faites attention, vous avez déconné, etc. Oui. Et là, ils font des films de fiction, vraiment de fiction, avec mise en scène, etc. Alors le problème, c'est que les autorités les interdisent de faire ça. Alors qu'ils ne font rien de mal. Ils ne demandent ni subventions, ni ils travaillent avec leur portable, ils font leur montage, etc. C'est pour dire que les gens qui sont dans le rural, parce qu'il faut comprendre que le rural a beaucoup changé. Il y a des gens là-bas il y a certains qui ont fait des études, il y a certains qui reviennent, ils s'installent, qui montent des petits projets comme des gîtes, etc. Oui. Mais toi aussi, tu le fais parce que l'année dernière déjà, où tu es même à la 3e année, tu rencontres si tu peux nous dire quelques mots sur cette expérience, des rencontres autour du cinéma et l'image, et les sciences sociales. Juste pour revenir à ce que tu viens de dire à l'instant, quand on culpabilise, quand on censure, c'est parce qu'on culpabilise et parce qu'on a peur. On a peur de l'impact de l'image. C'est colossal, l'impact de l'image. Dans un bon sens, quelque part, du moins de mon point de vue, ce qui s'est passé à Gaza, s'il n'y avait pas l'image, on n'aurait pas su grand-chose. On peut toujours écrire. Ouais. On aurait lu des milliers de documents. Mais ça n'aurait pas donné cette possibilité de vivre au quotidien sous les bombes. Et des moments quand j'entends une information comme ça, j'ai presque l'impression de faire ça, protégez-moi. Donc j'ai vécu cette guerre, ce génocide à Gaza. Mais moi, avec tout ça, avec toute cette expérience et les questionnements que je m'impose presque au quotidien sur ce que je suis en train de faire, parce que j'ai toujours essayé, on me le reproche parfois, mais moi j'ai toujours pensé à l'utilité. J'ai peu de temps à passer dans cette vie, il faut que je sois utile, parce que, bon, allez, je ne vais pas rallonger l'histoire, c'est déjà assez long comme ça, mais cette utilité. Et je crois dur comme fer que on peut favoriser des processus sociaux, voire politiques, en utilisant l'image, pas en la manipulant, en l'utilisant d'une manière responsable. Ça veut dire la rigueur qui ne m'empêche pas de donner mon point de vue. D'accord ? Et la rigueur d'abord. Et il y a quelque chose qu'on peut observer, que tout le monde peut observer, c'est que les journalistes,
quand ils décident de faire des documentaires, les journalistes ou d'autres personnes, même certains experts, dans le sens experts techniques, ceux qui travaillent avec les grandes institutions internationales et ainsi de suite, font des documentaires sans chercher le social, sans chercher qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est exactement pareil, je décide de faire passer une route par là, et les gens qui vont être impactés négativement, bah, quelque part, c'est pas mon problème à moi. Et donc, les gens qui font de l'image ne pensent pas souvent à la recherche en sciences sociales. Et les chercheurs du sciences sociales, on n'est pas encore assez nombreux et nombreuses à s'accaparer de l'image comme manière d'écrire et de dire, raconter et de diffuser le savoir. Celui qu'on prétend produire, plutôt des connaissances, pas de savoir, mais des connaissances, et celui qu'on avale en lisant, en rencontrant des gens, et ainsi de suite. Et j'ai toujours ce souci-là, et avec un ami qui a filmé l'un de mes derniers films, Layoun, qui parle sur l'eau, c'est un ami photographe, qui est passé par les sciences sociales et il est italien, Sarde, que tu connais, toi, c'est Ernest Riva, un grand photographe, fils de photographe. Et on a eu l'idée comme ça, en travaillant sur le film Layoun, sur l'eau, on était en train de discuter, on s'est dit, moi je rêverais d'avoir un jour de faire rencontrer un jour dans le cadre d'un atelier ou d'une formation quelconque des gens qui font des sciences sociales et des gens qui produisent l'image. Pour dire aux premiers, ceux qui font de l'image, les sciences sociales, qui produisent des sciences sociales, qui sont dans les sciences sociales, d'utiliser, prendre le visuel, l'image, comme outil de narration, comme outil de construction, reconstruction de ce qu'on croit être la réalité. Déconstruire et reconstruire grâce aussi à l'image, sans exclure le texte. Et dire à ceux qui produisent l'image, faites attention, certaines images ont un effet de miroir déformant. Quand on prend une image sans savoir, sans même connaître les gens qui rentrent dans le cadre volontairement ou pas, qu'on prend en image, si on ne sait rien sur eux, ça reste une image. Ça reste tiens, il y a un homme, une femme, des voitures, une route et des immeubles. Mais ça, pour moi, c'est pas une information. La seule chose que je peux dire, c'est c'est une belle image. C'est une image, non, c'est une image ratée. Et encore une fois, le mot raté est aussi à mettre entre guillemets, parce que je ne sais pas trop ce que c'est qu'une image ratée. En tout cas, cette formation, on l'a fait maintenant, c'est la 3e session, on le fait au mois d'avril prochain. Tu seras aussi invité. J'étais dans la tu étais dans la deuxième, troisième. Et ce qui nous a beaucoup surpris, c'est qu'il y a de la demande. On le fait sans budget. On n'a pas de financement, parce qu'on ne veut pas s'embêter à chercher des financements. Et on n'a pas de moyens de diffusion de cette information très large. On a commencé par, la première année, on est allé chercher des jeunes. On le fait en dehors des grandes villes. La première année, c'était à Guebes, l'oasis de Guebes, avec des jeunes de paysans et d'autres jeunes qui viennent de l'extérieur. Et depuis quelque temps, on fait à Djerba, sur l'île de Djerba, là où je peux offrir un logement correct pour les jeunes qui viennent. La première année, on est allé chercher les jeunes. La deuxième année, ça a été moitié-moitié. On a eu beaucoup de demandes, mais les dossiers n'étaient pas tous valables. Du coup, on a complété par des gens qu'on a choisis. Cette année, il y a pour chaque session entre 12 et 15 places. Cette année, on a eu 27.
et d'excellentes candidatures. Ça veut dire que la qualité des candidatures sont améliorées parce que du coup, les gens, enfin l'impression que j'ai eue, c'est que les gens ont compris à quoi ça sert. Donc il y a une demande, il y a une candidature qui correspond aux besoins. Et on avait 27. Donc, du coup, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, on était obligé de maintenir tout le monde. Mais 27 personnes, c'est impossible. Donc, on a fait 2 sessions, une au mois d'avril et une en septembre. Et pour septembre aussi, certains entendent cette information. Pour septembre, la liste est encore ouverte pour 3 ou 4 places encore. Je pense qu'on a une dizaine. Garantie, 3-4 personnes. Et l'objectif, c'est ça. Ils ne seront pas ni réalisateurs, ni des spécialistes de sciences sociales au bout d'une semaine. Ça dure une semaine, une dizaine de jours. Mais quand même, moi, j'ai vu l'année dernière, quand même, ils sont arrivés jusqu'à, quand même, de produire des petites choses, comme début. Ils étaient aussi vraiment formés à ce logiciel que j'admire beaucoup, que je n'arrive pas à capter à cause de beaucoup de choses. Mais sur cette question de la connaissance visuelle et de la connaissance discursive, moi je me souviens l'année dernière, les jeunes sont allés, une partie, parce qu'ils travaillaient par groupe, ils ont travaillé sur Sabine. Voilà, cette hydraulique-là qui était là avec des... Imagine, comment vous l'appelez? Imagine. Et puis, tout ça, c'était beau parce que c'était bien peint en blanc. Ça ne peut produire que de belles images. Ouais. Et puis, à côté, j'ai vu qu'il y a un mausolée avec des tombeaux, etc. Et puis, ils ont filmé tout ça. Ils m'ont filmé même en train de boire de l'eau, etc. Tout ça, je leur dis, écoutez, tout ça c'est beau, mais allez-y, à côté, et demandez aux gens quel est leur rapport avec Imagine, pourquoi il y a ce saint, etc. Ils sont allés faire ça. Ils sont allés, je dis, il faut juste dire salam alaikum, etc. Et puis ils sont revenus, ils ont vu qu'ils ont une autre idée sur les images qu'ils ont captées. Parce qu'ils ont un commentaire, ils ont un discours, ils ont un point de vue, ils ont une histoire. Ouais. Et les deux, et voilà. Bon, c'est bien que tu puisses prendre des images, tu cadres très bien, tu fais attention à la lumière, etc. Où est-ce que tu vas mettre ta caméra, mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il faut aller au-delà. Qu'est-ce qui est? Et c'est cette connexion entre connaissance visuelle et connaissance discursive qu'on essaie de leur inculquer, même ici à Casa. Et c'est ça, si on a eu... en fait, je peux dire qu'on n'invente rien. C'est les travaux de Margaret Mead ou de Rouch, qui ont travaillé aussi comme ça, qui étaient des anthropologues. Et puis, c'est à travers leurs observations anthropologiques, leur connaissance des phénomènes, je dirais, tout simplement des phénomènes anthropologiques, ils sont allés faire des films sur ça. Je ne parle pas d'Ibn Khaldoun, hein, je veux dire, on va me reprocher encore une fois que j'ai oublié Ibn Khaldoun. Non, je n'oublie pas Ibn Khaldoun et d'autres aussi, du pas seul. Mais la sociologie moderne, Paul Pascan, quand il a commencé, c'était des enquêtes de terrain. Je crois que le documentaire, ça commence aussi par des enquêtes de terrain. C'est cette démarche-là à laquelle moi je tiens. Et dans ces ateliers, et j'espère, enfin ici, j'ai remarqué, on fait aussi ça à l'université Ain Chouk, avec Zachary, avec toi, avec tous les autres. Il y a cette démarche de la méthode. Et il y a quelqu'un qui disait, sans enquête, pas de droit à la parole. J'ai presque envie de la réutiliser, sans enquête, pas de droit à l'image. Je crois qu'on peut terminer sur la même note en reprenant le film qui a été fait sur chacun peut faire de son mieux. J'ai oublié le titre, mais avec l'histoire du colibri. Et je crois qu'on est tous des colibris, on peut faire ce qu'on peut avec ces petites rencontres qu'on espère vont se développer. Et j'espère qu'on aura une occasion de se revoir l'année prochaine, Inch'Allah, autour de 6 journées.
L'année prochaine, j'y serai Inch'Allah. d'une manière ou d'une autre. Et si les dieux me donnent une chance de vivre quelques années de plus, c'est mon projet. J'aimerais faire ça. J'aimerais pousser à encourager des jeunes et des moins jeunes, et des ruraux, et des rurales, et des urbains et des urbaines, à prendre cet outil, cet outil de raconter, de dire les choses. Et quand on sait des choses, et les ruraux savent beaucoup de choses, quand on sait des choses, il y a comme une obligation morale de les transmettre, et quand on ne sait pas écrire, on peut filmer, quand on ne sait ni écrire ni filmer, on peut raconter, on peut chanter, on peut dire les choses. Donc on peut que souhaiter ce genre, cette évolution qui me paraît extrêmement positive et que j'encourage. J'essaie de faire le maximum que je peux pour ça. Inch'Allah, très bien. Bien, Voilà. je te remercie. Donc on va se dire comme ça, on va venir, Inch'Allah, au printemps à Djerba. Oui, Et l'année prochaine, comme d'habitude, si tu arrives, et bien sûr que tu es toujours le bienvenu, pour les 3e journées, Inch'Allah. Même si nous, on est en train de parler à la place de Zakaria et de tout le département de la sociologie. c'est sûr que je voudrais venir et après, on ne décide pas de tout, mais enfin, si ça dépend que de ma volonté, je serai là. On va finir avec cette parole-là. D'accord. Oui, merci. Merci à toi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et pour cet échange, on va continuer, non? Inch'Allah. On n'arrête pas. Ouais. C'est bon?